je l'enlève complètement. Voilà. Mais- Ouais. Elle est belle ma voix. Très bien, très bien, Très bien. Ouais, direct. Ok, super. Mais non, je crois que le micro est allumé. On m'a dit de pas raconter n'importe quoi. Alors, et Christian? Il nous manque Christian. Ça va. Ok, Christian. Timing, il faut que je fasse gaffe quand même. Non, juste, moi, il faut que je check un peu parce que niveau On est timing, parti? il faut quand même que je respecte. Non, j'ai 15 minutes à peu près Allez. là. Puis tu sais, quand on part, Non, pas du tout. Dernier passage. Allô, allô. Vous me branchez le micro. Alors moi non. On peut brancher le micro? Allô. Tu veux que je vienne? Alors attends. Décale-toi un tout petit peu. Allô, allô, allô. Messieurs, je vous en prie. Hop, Hop. regarde. Voilà. C'est bon. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ça va? Ah, c'est pas grave. Hop. Oui. Attendez, hop. Oui, oui, oui. Non. Allô. C'est bon? Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vois que vous avez tous dégusté plein de très très bonnes choses, donc tout le monde commence à dormir un peu, alors qu'on va traiter d'un sujet vraiment important, puisque c'est ce qu'on appelle le lab du Collège culinaire de France, pour traiter de votre projet artisanal au cœur des réponses de l'énorme problème de recrutement aujourd'hui. Donc on va voir en quoi le Collège culinaire de France, par sa démarche, par les expériences de plusieurs d'entre vous qui vont témoigner, il peut y avoir des pistes qui sont très intéressantes face à cette problématique du recrutement qui est générale, pas simplement d'ailleurs dans la gastronomie, qui est générale sur l'ensemble des activités et des métiers en France et dans le monde aussi. Alors on va commencer, on va le faire en plusieurs temps. Le premier temps, ça va être de faire monter un invité exceptionnel que nous avons réussi à capter. Vous allez voir, c'est intéressant parce qu'il va faire l'ouverture. Ensuite, nous ferons monter des élèves des écoles qui ont à témoigner aussi de leur vision, leur façon de voir les choses. Et puis ensuite, après vous avoir fait un petit décryptage rapide de la situation telle qu'on peut l'apercevoir et l'analyser au Collège culinaire de France, eh bien, Célia, avec un certain nombre de membres du Collège culinaire de France, viendra mettre en avant des témoignages et des expériences qui sont riches, je crois, d'expériences. Et bien sûr, on pourra discuter pour ceux qui le souhaitent après. Alors, cet invité exceptionnel, c'est quelqu'un qui est assez étonnant. Il s'appelle Mounir Biba. Et Mounir Biba, que je demande de monter sur la scène à côté de moi, tant que je te présente, Mounir. Et Mounir Biba, il a un truc absolument exceptionnel. Il a été 13 fois champion du monde de breaking. Vous voyez que c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Il est ambassadeur de France aux Jeux Olympiques de Paris en 2024, puisqu'il l'expliquera, mais il a promu cette activité-là comme sport olympique. Il est
head coach de l'équipe nationale de Chine en breaking. Il est coach en motivation et fondateur du programme HWE, c'est tout un programme, travailler dur pour que tout devienne facile. Magnifique. Donc, à toi la parole et merci d'avoir accepté de venir témoigner un petit peu d'une certaine démarche qui est dans l'esprit de ce qu'on veut faire au collège. Eh ben, avant tout, merci pour cette présentation. Merci à vous. Eh ben, bonjour. Bonjour à tous. Du coup, les présentations ne sont pas à faire. Je vais gagner un peu de temps. Et je vous remercie pour cette invitation. Je remercie Célia, je remercie Kevin Dumoux. C'est vraiment un plaisir et un honneur de partager cet instant avec vous, d'essayer d'apporter mon expérience, ma vision sur une problématique de fond que je pense connaissent à peu près toutes les industries aujourd'hui, toutes les disciplines et encore plus aujourd'hui l'hôtellerie, la restauration. Donc ce sera un plaisir de pouvoir essayer d'apporter quelques éléments de réponse ou en tout cas quelques sujets à essayer de prendre en vol et d'approfondir durant ce collège culinaire. Je pense que d'abord la démarche qui a été entamée ici de réunir les experts de vos métiers, de réunir les passionnés, les amoureux du métier, c'est la première démarche à effectuer pour répondre à des problématiques aussi importantes. Alors c'est vrai que moi je viens d'une discipline qui peut paraître très éloignée, mais finalement on parle avant tout de danse et d'art. Et je pense que ce que j'ai découvert en arrivant ici, c'est l'art à la française. Lorsqu'on maîtrise son sujet à un point où on en a la reconnaissance internationale, je pense qu'on peut parler véritablement d'art. Et je pense que l'art culinaire à la française a aujourd'hui cette reconnaissance dans le monde et je pense qu'à de nombreux égards, on va se retrouver sur pas mal de sujets. L'idée pour moi, c'est de vous partager un petit morceau de mon histoire, un petit morceau de cette discipline qui est née dans les rues du Bronx dans les années 70 et qui aujourd'hui est sport additionnel à Paris 2024, devient un sport olympique. C'est quelque chose qui peut paraître un peu fou, mais c'est un parcours phénoménal qui est fait en plusieurs étapes. Mais avant tout, c'est un état d'esprit. Pourquoi travailler dur pour que tout devienne facile? Parce que je crois fermement que tout est facile dans la vie lorsqu'on travaille dur. Mais c'est que c'est travailler dur qui est difficile. C'est là où beaucoup de gens vont peiner, vont avoir des difficultés ou ont besoin d'être accompagnés. Et je vais essayer de partager un petit peu cette philosophie qui a permis à ces jeunes des années 70 du Bronx à New York, qui étaient des jeunes sans espoir, des jeunes qu'on avait complètement mis de côté, pour lesquels il n'y avait plus rien à faire. Le Bronx des années 70, c'est la guerre des gangs, c'est un taux de chômage record, c'est un univers de désolation, un chaos social. Le slogan des jeunes à cette époque, il est « il faut s'en sortir ». Mais ces jeunes n'ont pas d'espoir. Or, ils se raccrochent à une chose qui dit « là où il y a des ruines, il y a la place pour un trésor ». Et c'est la vérité. Mais ce trésor, il va falloir aller le chercher, il va falloir fouiller dans ces ruines, il va falloir aller se salir les mains et creuser et encore pour aller trouver ce trésor. Et lequel est-il? L'art, la culture, l'amour, la passion. C'est toutes ces choses-là qui a permis à ces jeunes, qui n'étaient que des jeunes adolescents, pour beaucoup des criminels, des voyous, pour lesquels les autorités avaient complètement abandonné, mais qui se sont pris en main. Et comment cette culture, qui est aujourd'hui la première culture au monde chez les jeunes, la culture hip-hop est la première culture au monde chez les jeunes aujourd'hui. La première musique, la première danse, la première mode, et aujourd'hui un sport olympique. Mais quand on voit le point de départ et où on en est 50 ans plus tard, il y a beaucoup de choses qui doivent nous inspirer, nous questionner sur notre façon de fonctionner, de penser. Et on se rend compte que lorsqu'on arrive à penser différemment, il y a tout un champ des possibles qui s'ouvre à nous. Ce champ des possibles, il n'existe pas dès lors que l'on reste figé sur un seul et même chemin. Rien ne change si rien ne change. Et dans une société qui change et qui évolue très vite, perpétuellement, celui qui n'évolue pas avec est voué à disparaître. Dans l'histoire de l'humanité, ce n'est pas le plus fort qui a survécu. Ça a toujours été celui qui a su s'adapter. Et je pense que ça va être la clé, l'adaptation. J'ai appris à m'adapter
à toutes les circonstances et situations. J'ai appris dans la rue. Je n'ai pas de diplôme de breakdance. Je n'ai même pas de diplôme de danse. Je n'ai eu aucune formation. Je suis autodidacte. Tout comme l'ont été de nombreuses grandes personnalités, de nombreux chefs d'entreprise, de nombreux grands athlètes, de nombreux grands artistes. Jimi Hendrix était un autodidacte. Il ne savait pas lire une partition. Ça a été la clé pour moi, m'adapter, observer, écouter, poser des questions, m'interroger et surtout changer, penser différemment. Et j'ai toujours eu ce petit truc depuis que j'étais petit. Si tout le monde allait à gauche, j'avais cette fâcheuse envie d'aller voir ce qui se passait à droite. Pourquoi on nous demande d'aller à gauche? Qu'est-ce qu'on veut nous cacher ici ou qu'est-ce qu'il y a de ce côté-là? Et j'en ai découvert plein de choses. Mais surtout, j'ai découvert que je n'étais pas le seul à avoir cette curiosité. On nous dit souvent que la curiosité est un mauvais défaut, n'est-ce pas? Non, la curiosité est un révélateur de talent. Bien sûr, si elle est mal posée, la curiosité peut nous poser des problèmes. Mais si elle est bien dosée, au bon endroit, elle fait émerger de grandes choses. Et ces jeunes qui ont commencé à cette époque-là ont pris une décision. Faire la paix. La guerre des gangs ravageait les rues du Bronx et de New York dans les années 70. On compte plus de 1000 gangs dans les seules rues du Bronx à New York. Les gens ne traversent pas la route. Les gens ne se côtoient pas, ne discutent pas, n'échangent pas. Le contact social est inexistant. Ils ont décidé de faire la paix. Les chefs des gangs, qui étaient très organisés, président, vice-président, il y avait toute une hiérarchie, une organisation, se sont réunis et ont dit stop. Arrêtons ce massacre. Arrêtons de s'auto-mutiler et de nous empêcher d'émerger. Dès lors qu'ils ont signé eux-mêmes, de leur propre chef, ce traité de paix, les conséquences ont été immédiates. Les gens ont commencé à sortir, n'avaient plus peur. Bien sûr, persistaient encore de ci, de là quelques tensions, quelques violences, mais dans l'ensemble, tout était apaisé. Les gens sortaient, célébraient cette paix. Les gens se réunissaient, jouaient de la musique. Les gens se réunissaient, dansaient, célébraient cette paix dans les parcs, dans les rues. Et c'est là qu'on a vu les premiers danseurs, les premiers breakers. C'est là qu'on a vu les premiers DJ et les premiers MC, qui n'étaient pas des rappeurs à l'époque, mais qui étaient d'abord des ambianceurs. C'est eux qui animaient tout ça. Et la culture hip-hop est née. Elle est née de la paix. Là où les autorités ont échoué, là où le gouvernement a échoué, ces gens se sont pris en main eux-mêmes et n'ont pas attendu qu'on leur tende la main, qu'on les sorte de leur situation. Ils ont compris que ça devait venir de eux et seulement de eux. En 1984, lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques à Los Angeles, on a vu des breakers pour la première fois participer à cette cérémonie. 50 ans plus tard, 40 ans exactement pour 84, ce sport sera officiellement aux Jeux Olympiques. C'est cette philosophie qui a permis à ces jeunes d'émerger des rues du Bronx et d'envisager une médaille olympique aujourd'hui, d'avoir cette reconnaissance étatique, médiatique, grand public, politique. Mais le changement passe par plusieurs étapes. La première, c'est le ridicule. D'abord, elle est moquée. Tout changement connaît cela. Lorsque le breaking est entré aux Jeux Olympiques, ne croyez pas que ça s'est fait dans les meilleures conditions et dans toute facilité. Lorsque j'ai accompagné Paris 2024 et Tony Estanguet dans ce projet, il y avait de la résistance, il y avait de nombreux sports qui œuvraient depuis des décennies pour entrer. Nous sommes le seul sport de l'histoire des Jeux Olympiques qui n'a pas demandé à aller aux Jeux Olympiques, mais qu'on est venu chercher. Pourquoi? Parce que le CIO a mis longtemps, très longtemps à comprendre qu'elle s'engageait dans une voie sans issue. Et que si elle ne changeait pas sa philosophie, si elle ne s'adaptait pas à la situation de notre société, son programme olympique était voué à disparaître. Son problème est simple, mais compliqué. La moyenne d'âge des téléspectateurs a dépassé les 50 ans aujourd'hui. Ça veut dire que la jeunesse du monde se détourne massivement des sports traditionnels. Si la jeunesse ne suit pas le mouvement, au bout de la route, c'est la mort.
Donc le CIO, même s'il a mis du temps à réagir, il a fini par réagir. Et c'est pour ça qu'il y a une dizaine d'années, il a introduit le BMX. C'est pour ça que récemment, il a introduit le surf, l'escalade, le skateboarding, le 3-3 basket, ces disciplines urbaines, ces disciplines jeunes, pour rajeunir son format, pour ramener la jeunesse vers la pratique sportive et redonner de l'intérêt aux Jeux Olympiques. Et le fraîchement promu, le breaking. Mais ça ne s'arrêtera pas là. Le futur des Jeux Olympiques est urbain. Le futur des Jeux Olympiques est jeune. L'art du déplacement, on connaît tous les yamakasi. Ça a été inventé, développé en France. Aujourd'hui, ils sont à la Fédération internationale de gymnastique et travaillent activement pour intégrer cette discipline aux Jeux Olympiques. Les futurs sports olympiques que vous ne connaissez peut-être pas, mais le tech ball. Vous savez, cette table de ping-pong incurvée sur laquelle on joue au foot. Il a été proposé aux Jeux méditerranéens en démonstration il y a quelques mois. Il sera additionnel en 2028 à Los Angeles et il deviendra olympique en 2032 à Brisbane. Parce que si on ne s'adapte pas au changement de notre société, on est voué à disparaître. Aujourd'hui, la problématique qui est la vôtre, mais qui finalement touche à peu près tout le monde, elle est importante, elle est même dramatique. Les problèmes sont communs à tous. Ce qui nous distingue les uns les autres, c'est les solutions que l'on apporte. C'est comment on aborde le problème et quelles solutions on pose sur la table. C'est ça qui nous différencie. Et c'est ça qui permet à certains de survivre, mais qui condamne d'autres à disparaître. Et c'est dur. Vous voyez, le premier changement, c'est le ridicule. Le breaking, lorsqu'il est rentré, le journal L'équipe télévisé, l'équipe 21, s'est pris de raillerie pour le breaking. Et a mis en avant à la télé des gens qui, vous savez, des amateurs qui dansent sous leur douche et qui tombent. Où ils ont montré des gens qui tombent sur scène, des accidents. C'est très rare en breaking, les accidents. C'est très rare. Malgré que ce soit une discipline très athlétique qui paraît dangereux, il y a très peu d'accidents. Tout d'abord parce qu'on ne dépend pas d'un adversaire qui va nous tacler dans le dos ou nous pousser. On ne dépend que de soi-même. Donc c'est un premier élément. Une fois qu'on a passé ce stade du ridicule, on est passé à la deuxième étape, la résistance, où on va violemment combattre ce qu'on ne veut pas. Le journal Le Figaro n'a pas hésité très violemment à comparer les danseurs de breaking au monde aux casseurs de voitures. Il y a eu une résistance très importante. Et puis on a passé la troisième étape, celle de l'acceptation, et je dirais même plus, de l'évidence. Ce n'est pas pour rien qu'encore récemment, j'étais l'invité de M. Macron en Algérie pour présenter un extrait de ma conférence qui s'intitule « De la rue aux Jeux Olympiques ». La reconnaissance, elle est là. L'évidence, elle est ici. En 2024, le breaking sera l'attraction des Jeux Olympiques. Ce que tout le monde veut voir. Parce qu'il y a toute une génération qui a changé. Peut-être certains d'entre vous avaient connu ou se rappellent d'Achipé Chopé, Sydney. Ça a marqué des générations entières. Aujourd'hui, on a toute une génération de journalistes, d'acteurs politiques qui sont issus des années 80, 90, qui ont grandi, ont été baignés dans cette musique, dans cette culture, et qui attendent cela avec impatience, et qui ne réagissent pas de la même manière. Moi, lorsque je faisais une interview il y a 20 ans, la retranscription dans le journal, je faisais du rap sur la tête. C'était violent. Donc il a fallu vivre avec ça pendant des années et se dire, non, on va y arriver. On va éduquer le grand public, lui faire comprendre ce qu'il y a derrière tout ça, le message, la philosophie et tout le travail qu'il y a derrière. Ce sont des artistes, mais ce sont aussi des athlètes. Et je les appelle les arthlètes. On oublie que les Jeux Olympiques, lorsque la France, en 1924, a accueilli à Paris, la sculpture était une discipline olympique. La peinture, l'art était représenté aux Jeux Olympiques. Puis on a décidé d'enlever toutes ces disciplines et de rester sur un aspect purement performance. Et aujourd'hui, on est la première Olympiade où on parle d'Olympiade culturelle, où les musées, tels que le Musée de l'Homme à Paris, mettent en place de grandes périodes, justement, où ils vont mettre en avant cette culture urbaine, cette musique, cette danse, etc.
Les plus grands théâtres, tels que celui de Chaillot ou l'Opéra Garnier, proposent aujourd'hui une programmation qui est en adéquation avec son époque. La problématique qu'on connaît aujourd'hui sur le recrutement, elle touche tout le monde. Elle n'est pas franco-française, elle est mondiale. Aux États-Unis, on parle depuis le Covid de ce phénomène post-Covid qui s'appelle la grande démission. Juste concernant la restauration et l'hôtellerie, en un seul mois, c'est plus de 800 000 démissions aux États-Unis. On n'est pas prêt de les revoir, hein, ces 800 000. Plus grave, on n'est pas prêt de les remplacer. Donc, quelle solution on peut apporter à cela? Il y en a certains qui y travaillent activement. Hein. Et là, on va rentrer dans ces trois phases-là. De ridicule, de résistance, et l'avenir nous le dira, peut-être d'acceptation et d'évidence. Aujourd'hui, on parle même de robotisation en cuisine. Des grandes sociétés américaines, récentes, nouvelles, telles que Ali Robotics ou Miso Robotics, ont investi le marché des fast-foods. Aujourd'hui, ce sont des robots qui font nos frites au fast-food. Alors, le fast-food, on est très, très éloigné de ce qu'on vient défendre ici et de ce que sont vos métiers. Mais il y a d'autres sociétés qui, eux, veulent travailler dans la grande restauration. Nomi est une société entièrement robotisée. C'est un restaurant robotique qui travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an et qui est capable aujourd'hui de pouvoir créer des dizaines et des dizaines de grandes recettes venues de tous les pays du monde. Alors, je ne dis pas que l'avenir de la restauration est robotisé. Mais si demain, il n'y a plus de main humaine, comment allons-nous faire? Comment allons-nous répondre à cela? Vous croyez que le véhicule électrique n'était pas ridicule il y a 40 ans? C'était impensable. Les gens se posaient la question, mais on va mettre quoi? Des piles? On va mettre un câble de 5 km, comment on va faire? C'est ridicule, ça n'existera jamais. Aujourd'hui, c'est l'évidence. Et dans 10 ans, l'ensemble de toutes les grandes marques automobiles ne vendront plus qu'à 100% des véhicules électriques. Ce qui a été ridicule, ce qui a été combattu est devenu une évidence. Je ne viens pas apporter de solution. Non. La solution, elle est en vous. Et ce collège vous permet de vous réunir, de cibler les problématiques et tous ensemble d'apporter des solutions. Mais ne fermez la porte à aucune proposition. Parce que cette société avance et c'est la jeunesse qui décide. Pourquoi? Parce que le Covid a mis en exergue plusieurs choses. La première, la quête de sens. Moi, je viens d'une discipline où il n'y avait pas d'argent. Il n'y avait pas d'opportunité. Je m'entraînais dans les gares et les centres commerciaux, pas parce que j'en avais envie, mais parce que je n'avais que ça. Donc, j'utilisais ce que j'avais, les gares et les centres commerciaux, et l'été, les rues, pour obtenir ce que je voulais, être le meilleur. J'aime ce que je fais. C'est pour ça que je ne compte pas. Si on m'invite 2-3 heures pour une masterclass, je reste 3-4 heures. Je dois me faire arrêter par l'organisation parce que j'aime ce que je fais, donc je ne compte pas. Je suis ici devant vous et je viens gratuitement parce que j'aime ce que je fais. Donc je ne compte pas. Et c'est ça qui compte. La quête de sens. Bien sûr qu'il y a une culture, il y a une histoire à protéger. Mais la priorité, c'est d'abord de cibler les raisons de ce problème. Et s'il y a bien une personne qu'il faut pointer du doigt, la première des personnes, c'est celle qui se trouve face au miroir. La première des responsabilités est toujours la nôtre. Celui qui se déresponsabilise du problème ne trouvera pas les solutions. Parce que finalement, ce n'est pas de sa faute. C'est de la faute des autres. Donc il n'y a aucune remise en question à avoir. Il n'y a aucune solution à trouver. C'est les autres qui doivent changer. Là, on est voué à disparaître. Donc c'est ces petites choses qu'il faut essayer de faire pousser ici et là. C'est la jeunesse qui décide. Elle cherche aujourd'hui du sens. Donc aujourd'hui, nos managers dans les restaurants, dans les cuisines, doivent créer un environnement propice
au bien-être, propice à la santé mentale, propice à l'envie. Parce que lorsqu'on a envie, rien ne nous arrête. Absolument rien. Celui qui pense que notre jeunesse n'a plus envie, cherche tout de suite maintenant sans rien faire, est beaucoup plus feignante que la génération d'avant, se trompe. Parce que ce problème-là, il est récurrent. Ce n'est que l'histoire qui se répète. Que disaient nos parents de nous-mêmes? Que disons-nous de nos enfants? Que disaient nos grands-parents de nos parents? Et j'ai pris la peine de récupérer quelques citations. Je vais vous en faire deux. Les jeunes d'aujourd'hui aiment le confort, l'argent et la paresse. Ils ne veulent plus se marier, ou ils sont mariés, élever une famille. C'est tout au plus s'ils consentent à avoir 1 ou 2 enfants afin de mieux savourer le moment présent. Polybe, 200 ans avant Jésus-Christ. Les jeunes d'aujourd'hui aiment le luxe, méprisent l'autorité et bavardent au lieu de travailler. On dirait qu'on parle de nos jeunes à nous aujourd'hui. Ils ne se lèvent plus lorsqu'un adulte pénètre dans la pièce, où ils se trouvent. Ils contredisent leurs parents, plastronnent en société, se hâtent à table d'engloutir les desserts, croisent les jambes et tyrannisent leur maître. Nos jeunes aiment le luxe, ont de mauvaises manières, se moquent de l'autorité et n'ont aucun respect pour l'âge. À notre époque, les enfants sont des tyrans. Socrate, plus de 400 ans avant Jésus-Christ. Nos jeunes ne sont pas moins bons que nous ne l'étions. Non, c'est qu'ils veulent d'autres choses. Leur imposer notre vision, c'est voué à l'échec. Il faut répondre à leurs aspirations, parce qu'ils ont les réponses. Moi, je ne les ai pas. En revanche, il va falloir creuser. Parce que là où il y a des ruines, il y a de l'espoir pour un trésor. Aujourd'hui, peut-être que vos métiers connaissent de grandes difficultés, mais vous savez, moi, j'ai été le capitaine de l'équipe la plus titrée au monde pendant 15 ans. Je vous l'ai dit, nous sommes autodidactes. Je n'ai pas de formation de pédagogue, je n'ai pas de formation de danseur. J'ai appris sur le terrain. Et l'être humain n'a pas appris à faire du feu en lisant un livre. C'est par la pratique. Jamais nous n'avons recruté un jeune membre par ses qualités techniques. Jamais. Mais par ses qualités morales. On parle aujourd'hui, dans nos métiers de management, de soft skills ou de hard skills. Les hard skills sont les compétences dures, celles que vous avez acquises à l'école, que vous pouvez justifier par un diplôme, une formation, une certification, etc. Les soft skills, ce sont vos compétences internes, qui vous êtes. Cette capacité à travailler en groupe, cette capacité d'écoute, cette capacité à vous dépasser. C'est ça les soft skills. Aujourd'hui, on en parle. Nous, il y a 20 ans, on était déjà dedans, naturellement. Pourquoi? Parce que tu peux être le meilleur du monde techniquement. Mais si tu n'as pas les qualités morales que requiert le haut niveau, la discipline, le respect, le travail, tu ne tiendras pas. On n'y arrivera pas ensemble. En revanche, si tu as ces qualités-là, les qualités techniques, on va te les apporter. On va te les donner. La formation. Plus que la formation technique, la transmission. Transmettre votre amour pour votre métier. Créer des vocations. Sinon, vous n'aurez que des projets à court terme. Des gens qui viennent parce qu'ils ont un besoin financier, parce qu'ils cherchent du travail. Il n'y a pas plus catastrophique que de chercher du travail. Quoi comme travail? Peu importe. Du travail. Il faut que je trouve du travail. Impossible d'aller très loin dans ces conditions-là. Et on répond constamment à l'urgence, à l'urgence, à l'urgence. Et on ne bâtit rien sur le long terme. Les gens veulent redonner du sens. Ils ne veulent plus travailler pour les autres, ils veulent travailler pour eux-mêmes. Mais ils sont prêts à travailler pour les autres si ça répond à ce qu'ils veulent pour eux-mêmes. Donc peut-être le dernier conseil que j'apporterai, c'est tenter d'abord de comprendre le problème, comprendre ce qu'attendent les gens, et vous trouverez peut-être ainsi les réponses. Je terminerai avec la citation d'Albert Einstein qui disait « Si je n'avais qu'une heure pour répondre à un problème,
je passerai 55 minutes à comprendre le problème et 5 minutes à trouver la solution. Ici, vous avez l'occasion de comprendre le problème. Ça ne suffira peut-être pas, mais c'est une première démarche, une première étape. Plus vous passerez de temps à comprendre le problème, moins vous passerez de temps à pointer du doigt notre jeunesse ou notre société qu'on ne maîtrise pas, qui est en train de changer. Plus vous mettrez l'accent sur votre responsabilité, sur la responsabilité de toutes les filières, plus la solution deviendra claire, limpide et accessible. Merci. Bravo, bravo, bravo. Un grand merci, vraiment un grand merci Mounir. Merci à vous. Merci à vous, c'était un C'est à la plaisir. fois dense, clair, percutant, tellement vrai. Merci. On a l'impression que tu es au Collège Cuillère de France depuis déjà 10 ans. À vrai dire, depuis 35 minutes. Non, merci, merci Merci, beaucoup. merci à vous. Bonne Merci continuation. de ton temps et merci Et je de vous souhaite le ton meilleur. énergie. Merci. C'est vraiment référent, ça, pour le Merci. coup. Bonne continuation à vous. Merci. Bien, je crois que ça commence très fort quand même, hein. Ça impacte nos esprits, nos consciences, nos réflexions. Alors, on va maintenant faire monter des jeunes, justement. Ces jeunes qui sont absolument pas paresseux, qui sont, comme il vient de le dire, qui ont envie, c'est simplement, voilà, voir un petit peu ce qu'ils attendent et comment ils voient, eux, l'avenir, parce que c'est la seule façon, en comprenant, comme vient très bien de l'expliquer Mounir, en comprenant justement comment ils voient les choses, ce à quoi ils aspirent, qu'on va pouvoir avoir des solutions et on va pouvoir parler de nos passions et faire passer nos passions. Alors, j'appelle d'abord Alexandre Holler. Bonjour Alexandre. Bonjour Donc, à tous et à toutes. Peut-être tu te présentes, tu es au Cordon Bleu. Alors, oui, absolument. Je suis donc à l'Institut on m'entend, tout le monde m'entend. Donc, je suis à l'Institut Le Cordon Bleu depuis janvier 2022. Je m'appelle Alexandre Holler et j'ai 22 ans. Et tu as souhaité nous faire une petite réflexion, une petite déclaration que tu as préparée. Oui, absolument. Alors, j'ai préparé un petit discours que je vais être certainement obligé de lire avec le stress. Mais ça parle un tout petit peu de mon parcours, qui est très court, et de mon présent donc, à l'Institut Le Cordon Bleu et de pourquoi pas ce que j'aimerais faire suite à ça. Voilà. Donc déjà, merci encore de m'inviter, de me laisser prendre un petit peu de me laisser prendre un petit peu la parole. C'est un honneur et je suis très très heureux de pouvoir passer un petit peu de temps ici et parler un petit peu de moi. Si on m'avait dit il y a 3-4 mois que je pourrais être devant cette assemblée, j'aurais absolument pas cru. En effet, il y a encore 4 ans de cela, donc à la suite d'un bac scientifique, spécialité mathématiques, je pensais plutôt de devenir ingénieur que pourquoi pas cuisinier. Et donc une fois en école d'ingénieur, j'ai appris quelque chose, c'est que j'étais incapable de faire quelque chose si j'étais pas passionné par ce que je faisais. Et donc par la suite, j'ai décidé de me réorienter. Puis donc j'ai d'abord découvert un petit peu la vente, donc le contact avec le client surtout, me rapprocher un petit peu des gens. Et c'est là que j'ai appris que le bonheur du client, en tout cas, tenait à 2 choses. Je l'ai vu comme ça et je pense que aujourd'hui, ce que recherche le client, c'est un bon service. Et aussi, surtout, ce qui nous unit tous aujourd'hui, de bons produits. Et donc, c'est suite au Covid et suite au premier confinement que j'ai vraiment décidé de me lancer, et donc que j'ai décidé de m'inscrire à l'Institut Le Cordon Bleu à Paris. J'ai toujours aimé la cuisine, j'ai toujours aimé la pâtisserie. C'est une passion qui m'a été transmise donc par ma mère et ma grand-mère. Et parisien, ayant grandi à Paris, ça n'a pas toujours été évident pour moi de me dire que j'allais pouvoir me lancer dans une discipline telle que la cuisine ou la pâtisserie qui pourrait être, je pense,
plus associé à d'autres régions que celle de l'Île-de-France, qu'on peut parfois, sans forcément s'y connaître, définir comme étant la région avec peut-être le moins de terroir. Donc ça a été longtemps une petite problématique pour moi. Il n'y a pas encore si longtemps, ça ne me dérangeait pas forcément quand j'allais faire les courses d'acheter un oignon rouge qui venait de la Nouvelle-Zélande. Aujourd'hui, évidemment, avec ce qu'on vit, la question et la réflexion sont un petit peu différentes. Donc cette formation jusqu'à présent m'a énormément appris, plus que ce que je n'aurais jamais pu imaginer. J'y ai appris la rigueur, on y apprend tous la rigueur, l'organisation, de nombreuses techniques et encore une fois, ce qui nous unit tous aujourd'hui, on nous apprend à respecter des produits locaux, de saison, des beaux produits, car on a la chance, je pense, au Cordon Bleu de travailler avec de superbes produits. Et je pense que, par ailleurs, aimer vendre et aimer travailler des beaux produits, aujourd'hui, ça ne fait pas tout. Il faut, à mon avis, réfléchir à d'autres problématiques. Et j'ai trouvé cette citation de chef Alain Ducasse qui dit c'est une histoire d'amour la cuisine, il faut tomber amoureux des produits et des gens qui les font. Et je pense que cette phrase a fait écho en moi et elle résume d'ailleurs très bien ce que les chefs du Cordon Bleu, les valeurs que les chefs du Cordon Bleu essayent de nous transmettre. Et je pense que du coup, pour faire le lien avec aujourd'hui, je pense que c'est cette phrase aussi qui peut faire transmettre, qui moi en tout cas me fait ressentir toute la force du Collège culinaire de France aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, donc, avec en plus de ça la question du climat qui se pose, je pense que nos mentalités se doivent d'évoluer, de s'axer sur du circuit court, de la pêche durable, sur du bio, sur de l'élevage en plein air, etc. Et donc je pense, et on le voit très bien avec ce qui s'organise aujourd'hui, que le Collège culinaire de France répond à cette demande parfaitement en proposant des produits d'une qualité exceptionnelle, répondant à des normes, en travaillant toujours dans la saisonnalité. Des produits qui sont nés de l'amour que le producteur et que l'artisan peuvent leur porter. Et pour parler peut-être un petit peu de l'avenir, un petit peu de comment j'imagine les choses, j'aimerais, alors, dans un premier temps, vraiment continuer d'apprendre à pouvoir cuisiner et sublimer tous ces superbes produits, entourés des meilleurs chefs. Puis j'aimerais, dans un navire peut-être un peu plus lointain, de devenir un acteur engagé dans ce qui est devenu du coup aujourd'hui un des principaux challenges de notre société. Et pour cela, je sais d'ores et déjà, en ayant eu la possibilité de feuilleter un petit peu le site internet du Collège culinaire de France, qu'il y a un annuaire qui est proposé, qui s'appelle le Garde-manger, si je ne dis pas de bêtises, sur le site internet, avec répertorié tous les producteurs, tous les artisans qui sont aujourd'hui des acteurs et qui sont aujourd'hui des artisans de qualité appartenant donc, à cette organisation qu'est le Collège culinaire de France. Et c'est quelque chose de rassurant, je pense, aujourd'hui d'avoir accès à ne serait-ce qu'un fichier comme celui-ci, de se dire que tous ces gens-là, tous ces producteurs existent, parce que je pense que c'est évidemment quelque chose d'essentiel de se réaxer vers ce type de produits, vers ce type de matières premières qui sont proposées comme ce qu'on peut retrouver aujourd'hui. Et donc du coup, je dirais, et puis je pourrais terminer, la finalité pour moi, ce serait à terme, pourquoi pas, d'avoir donc mon propre restaurant et l'envie de faire plaisir à tout le monde. Et quand je dis tout le monde, ça va du coup du plus petit, même si j'ai cru comprendre qu'il ne fallait plus dire ce terme-là, mais du plus petit producteur jusqu'au consommateur, en passant par toute la chaîne qui pourrait être employée, parce que, du moins de mon point de vue, du point de vue de la cuisine, du cuisinier, je pense que c'est important d'aimer faire plaisir. Et pour moi, ça passe par là aujourd'hui. Travailler avec des produits donc, de qualité, pouvoir les sublimer. Et j'ai pu parler un petit peu avec le chef Briffard tout à l'heure, qui me disait que plus un produit
est de qualité, moins on a besoin de le sublimer, moins on a besoin d'y apporter des artifices. Et je pense que c'est tout à fait vrai. Et c'est pour ça que cette journée ici m'a fait beaucoup de bien. Et j'ai cette sensation qu'effectivement, on est dans une mouvance, on essaye de changer de changer certaines choses. Et en tant peut-être que jeune actif aujourd'hui, ça fait vraiment du bien. Ça fait vraiment du bien de le ressentir et de le voir surtout en activité aujourd'hui. Bah, merci encore. Merci beaucoup, merci à tous. Merci Alexandre. Et merci Alexandre pour ce témoignage. On m'entend ou pas? Je vais parler un peu plus fort. Éric Briffard, qui est chef fondateur du Collège Cuillère de France et par ailleurs qui dirige le Cordon Bleu, cette merveilleuse école. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose ou... Tout a été dit, c'est ça. Merci encore, merci beaucoup. Merci. Alors, deuxième témoignage, avant qu'on passe à la troisième étape. Rakan Awali et William Groot, qui est enseignant, que vous allez vous présenter aussi, pour témoigner de leur façon de voir les choses. On va demander à ce qu'il retarde. Alors peut-être vous présenter, puis après on commencera par quelques questions. Ça marche. Donc moi je suis William Groult, je suis le responsable pédagogique de l'école du CAS, donc en charge de la création des programmes et pas seulement, de l'accompagnement des étudiants, de leur formation et je dirais presque de leur coaching, même si j'aime pas trop les anglicismes, mais voilà, c'est une approche aujourd'hui qu'on a dans la formation de nos étudiants. Et donc voilà. Merci. Allô. Oui. Et moi c'est Rakan Awali, j'ai 19 ans et je suis en deuxième année bachelor à l'école du CAS. Bon, donc aussi une prestigieuse école. On va peut-être demander à Rakan et puis tu pourras peut-être, William, compléter. Bah, peut-être la première question qui était sous-jacente, c'est que recherches-tu, que veux-tu à l'intérieur de ce métier? Qu'est-ce que tu recherches en fait? Pourquoi tu as envie de faire ce métier? Ok, donc pour moi, j'ai tout le temps voulu faire quelque chose d'artistique, mais je ne sais pas comment peindre, je ne sais pas comment faire des sculptures, mais tout le temps je rentrais en cuisine à 3h du matin, 2h de l'après-midi, et je faisais des petits trucs, des mixologies, de sauces, des pâtes, n'importe quoi, et je me sentais très confortable. Et quand j'ai un petit goût, même si c'est pas le meilleur, mais juste un petit truc qui me plaît, j'avais un sentiment de, disons, high. J'étais très, très content. Donc j'ai voulu continuer et rechercher plus sur ce métier. Et tout le temps, je voyais sur les pubs sur Instagram, sur YouTube, les pubs de l'école du CAS, et j'ignorais tout le temps. Puis après, un jour, je me suis dit, ok, je clique, j'ai ouvert, j'ai vu le parcours de l'école et tout. Je me suis dit, ok, ça c'est magnifique, et je veux faire partie d'une famille comme ça, et je suis là. Peut-être tu peux préciser comment tu sélectionnes tes stages. Pour ton premier stage en particulier, qu'est-ce que tu as regardé en premier? Qu'est-ce qui avait du sens pour toi dans ce premier choix de stage? Donc, j'ai pas d'expérience. Et pour trouver le premier stage, je voulais un stage où je pouvais beaucoup travailler et être présent dans la cuisine. Donc, j'ai trouvé un stage Ida Restaurant par Danny Ambroisi. Et quand je suis allé là-bas, j'ai appris c'est quoi la cuisine, comment travailler. Et c'était bien je me suis senti dans une famille, une petite famille. Et là-bas, j'ai appris toutes les positions, de la plonge au garde-manger. J'ai même fait le show. On m'a même appris le passe du chef. Et c'était une expérience très complète et très belle. Et maintenant, je sais comment travailler un peu et comment être dans une cuisine et comment me comporter devant des chefs et des clients. Pour mon deuxième stage, je veux quelque chose qui est plus spécialisé, avec un établissement qui est en lien avec mes buts, mes futurs projets, qui donne aux clients un plat plutôt artistique
qui parle et qui a une voix et qui a un message derrière le plat et la cuisine. Pas juste quelque chose qu'on fait, oui, c'est bon. Non, c'est tout du sol jusqu'au livreur, jusqu'au restaurant, le cuisinier, quand on cuisine, la salle qui interprète et qui montre au client, ok, c'est ça ce qu'on veut donner, c'est ça le message qu'on veut donner. Donc, oui, c'est ça. Et il faut aussi trouver des chefs qui sont très passionnés, qui veulent transmettre leur savoir-faire. Et oui, c'est ça. Alors, il y a des choses. Bon, alors moi, je vais pas avoir la prétention de parler pour la génération actuelle. Je vais juste livrer un peu mon analyse et les recettes qu'on a pu un peu développer pour faire réussir nos étudiants et surtout qu'ils trouvent leur voie, en fait. Un des premiers constats que j'ai fait en passant sur un poste de pédagogie, c'est que si on ne donnait pas de sens, des valeurs et un savoir-être à nos métiers, finalement, il ne restait que le côté sacerdoce. Et le côté sacerdotal du métier ne marche plus aujourd'hui. De dire vous allez faire ce métier, vous allez faire des heures, vous allez beaucoup donner et peut-être après à un moment vous recevrez. Ce discours, même si c'est plus aujourd'hui ça la réalité du métier, en tout cas il fallait amener autre chose. Et moi sur les premiers jours où j'accueille les étudiants, avant même de parler de technique, de cuisine, d'expertise culinaire que l'on va aborder, on parle des valeurs qu'on va leur transmettre, du sens qu'on va donner à leur formation et du savoir-être qu'on va exiger d'eux. Alors on va l'exiger pas parce que nous sommes l'autorité et qu'ils doivent tout simplement nous écouter, qu'on va demander d'eux pour être à même de leur donner tout l'accompagnement et le coaching dont ils auront besoin pour se lancer dans le métier, et aussi pour leur donner une façon d'être qui va leur permettre de s'intégrer au métier et de recevoir tout ce qu'il y a à recevoir avec les gens avec qui ils travailleront. Voilà. Donc c'est les recettes qu'on fait aujourd'hui, et moi je vois dans les recherches de stage ce qu'ils vont regarder autre que le niveau technique et la beauté des assiettes, c'est dans quel état d'esprit le chef manage ses équipes. Et puis finalement, une fois qu'il y a tout ça, finalement, tout ce qu'on disait, ou les heures, etc., finalement, devient un critère secondaire pour ces étudiants. Ils sont capables de travailler dur, mais à une seule condition, c'est qu'il y ait une histoire derrière, des valeurs et un sens pour eux et dans leur futur projet professionnel. Voilà. Et dans ce cas-là, ils sont capables de prendre tout ce qu'il y a à prendre des professionnels de métier et des chefs. Voilà. Merci. Alors, autant vous dire qu'on a pris 30 minutes de retard, parce que ces histoires étaient passionnantes, mais je pense qu'on devait parler avec Christian, je devais parler après. Très sincèrement, je pense qu'entre Mounir Biba, qu'on a entendu au début, et la jeune génération qu'on a entendue après, ça fait complètement le lien. Et j'espère que vous l'avez compris. En vrai, ce qu'il faut changer, c'est notre angle de vue sur la façon dont on aborde le recrutement, et essayer de partir hors scope et d'arrêter de se dire que c'était toujours mieux avant et pire après. C'est juste différent. Je vous passe les 8 fiches d'avant. Je prends juste un angle qui est important pour nous aujourd'hui, c'est qu'on s'est dit que, ça fait un peu écho à ce qu'on s'était dit ce matin, c'est que finalement la solution a été entre nos mains, et c'est ce que Mounir tout à l'heure a dit aussi, quoi. C'est-à-dire que la solution, elle est chez vous, elle est dans la future génération, mais pas que. Il faut réfléchir autrement, et la première chose à faire, on vous a dit que vous étiez chacun singulier. Pendant trop longtemps, on a vu des annonces, et je tiens à répéter, c'est pas que les restaurateurs, hein, les producteurs, les artisans, c'est la même chose, c'est le même combat, c'est les mêmes difficultés. Mais la réponse, déjà, c'est de se dire qui on est, d'où on parle, quelle est ma singularité, et comment je vends pas un poste, mais comment je vends mon projet, comment je l'exprime, quoi. Donc aujourd'hui, on a eu 3 guides de projet qui ont accompagné certains membres et qui vont continuer à le faire cet après-midi. Françoise Thiebaud, Delphine Bostan, que je viens de voir arriver, et Sabrina Charvet qui sont là. Et l'idée, c'est de se dire, chacun doit savoir qui il est, savoir le définir, savoir être attractif et se rendre attractif, parce que des jeunes qui ont envie de travailler, et des moins jeunes aussi, il y en a plein, et c'est à nous de devenir attractifs. Et j'ai envie de parler de 3 personnes finalement qui ont commencé à mettre ça en place et laisser ces témoignages-là de membres, parce qu'avec Christian, on nous a suffisamment entendu. Donc les uns après les autres, et
Donc alors on fait monter Christophe si tu veux bien. Christophe S, tu veux venir parler de ton projet? Christophe. Bonjour à tous. On m'entend? Ouais, c'est bon. Ben voilà, on démarre par le début de ma petite expérience, mais je me suis installé à Montlivaud en 2014, première étoile en 2015 et deuxième en 2019. Et puis en 2018, on m'approche pour me parler d'un projet qui s'appelle Fleur de Loire aujourd'hui, un lieu qui est près de Blois, qui est dans Blois en fait, hein, une bâtisse historique puisque c'était un ancien hospice. Et là, du coup, ben, voilà, je me retrouve avec une bâtisse qui fait 5000 m². Aujourd'hui, 44 chambres, un spa, 2 boutiques. Donc un premier restaurant qui s'appelle Christophe et un deuxième qui s'appelle Amour Blanc. Et puis un kiosque à pâtisserie. Donc un gros pôle. On était sur la finalité 37 à Montlivaud. Aujourd'hui, on est 110. Le tout en 2022 avec tout ce que peut vivre notre métier et la problématique qui est celle du recrutement. Donc c'est aussi beau d'en parler et c'est aussi beau de l'échanger avec vous tous. C'est que aujourd'hui, je pense que nos jeunes, et on l'a tous bien compris et entendu, nos jeunes sont rattachés à des valeurs, à une histoire. Et j'ai eu cette chance de pouvoir écrire mon histoire, ce qui est celle du monde paysan en fait, hein, puisque moi je suis issu d'une famille agricole depuis 5 générations et que je me suis entouré essentiellement que des producteurs qui peuvent m'entourer. Donc je ne suis pas un locavore, mais je suis un terroiriste. Et je pense avant tout justement à la qualité de la terre avant de penser à ma cuisine. Aujourd'hui, j'ai beaucoup plus de fierté à être paysan que d'être cuisinier, et c'est une sincérité. J'ai créé ma société agricole en 2018, puisque j'ai aussi un cheptel d'animaux. J'ai acheté des Wagyu en 2018, et puis aujourd'hui, j'ai 1,5 hectare de culture, avec 4 jardiniers à plein temps. Donc voilà, il y a une vraie philosophie qui s'est créée tout autour de ma bâtisse. Et j'ai commencé justement à parler un peu de ce projet l'année dernière, le 17 février 2021. Et j'ai eu la chance, et je dis bien la chance, de recevoir énormément de CV. C'était un peu nouveau pour moi finalement, puisque même si on a 2 étoiles Michelin aujourd'hui, voilà, on n'a pas des CV qui tombent comme ça tous les jours, hein. On intéresse les jeunes, mais on n'a pas non plus des tonnes de CV. Et pour le coup, voilà, c'était un peu novateur. Je me suis retrouvé avec des CV comme un peu les chefs dans les années 80 où ils nous disaient si tu t'en vas, toi, c'est pas grave, de toute façon, j'en ai un autre qui va suivre derrière toi. Je me suis retrouvé un peu dans cette dynamique d'avoir beaucoup de candidatures qui sont tombées et de pouvoir créer un noyau solide et de me dire que voilà, l'aventure Fleur de Loire, elle commence à intéresser les jeunes de plus en plus. Et je pense que voilà, quand le discours il est bon et que la sincérité elle est là, eh ben, on peut trouver des jeunes autour de nous. Donc je ne dis pas que c'est pas compliqué, hein, puisque voilà, on avait budgété 80 personnes pour démarrer et aujourd'hui on est rendu à 110, tout simplement parce qu'en fait, tout à l'heure on entendait parler d'heures, mais les horaires dans notre métier ça devient de plus en plus problématique, donc il faut s'adapter, hein, on l'a entendu tout à l'heure, il faut s'adapter, il faut créer des doubles équipes bien entendu. Après, il ne faut pas brider les jeunes qui ont envie. Donc il est clair et net que ceux qui ont envie d'être présents à mes côtés, ils le sont toujours comme on pouvait l'être avant, et ça c'est sans problème. On a dû adapter un peu les plannings, donc du coup on a fait des 3 continus où là ils font vraiment leurs 8 heures, et puis ensuite on fait 2 coupures par semaine, ce qui nous permet aussi de garder ce lien, et je pense que c'est important pour les jeunes de le garder, c'est qu'un restaurant et notamment nos métiers d'aubergistes se doivent d'être ouverts midi et soir, et pour moi ça c'est vraiment quelque chose qui est primordial. Donc c'est pas leur couper aussi d'un service, donc comme ça le fait d'avoir quelques coupures ça leur permet aussi de continuer à avoir ces services du midi et du soir. Et puis ensuite voilà, je pense que ce discours a attaché et accroché pas mal de jeunes et nous a permis de pouvoir recruter et de pouvoir s'entourer assez fortement. Je pense que là, aujourd'hui, ce qu'il faut retenir de tout ça, et je pense que vous le voyez tous passer sur les réseaux, et c'est Assui qui fera son plus gros marché. Alors, je ne suis pas là pour dénigrer qui que ce soit, hein, mais malheureusement, aujourd'hui, je me retrouve avec des jeunes qui
qui ont 2 ans d'expérience, qui se disent chefs de parti et qui demandent 2500 € net par mois. Malheureusement, on est dans cette problématique et c'est pas que bon de dire aux jeunes venez travailler chez moi parce que je suis celui qui paye le plus. Je comprends, il y a des personnes aujourd'hui qui souffrent du recrutement, mais happer des jeunes par rapport au salaire, je pense qu'ils vont malheureusement louper des étapes en arrière et arriver dans des entreprises sur la nôtre avec des niveaux de salaire et des niveaux en arrivant très vite à accéder à des postes, à des responsabilités où malheureusement, quand il va falloir qu'on leur donne ces responsabilités, ils vont carrément tomber par terre. Donc voilà, c'est important aussi de les respecter par rapport à tout ça. Et le respect aujourd'hui, c'est primordial dans nos maisons, dans mes maisons, parce qu'il faut absolument les écouter, il faut absolument être attentif. C'est des nouveaux métiers pour nous, puisque c'est vrai que gérer autant de personnes, il faut savoir aussi identifier ceux qui vont bien et ceux qui sont un petit peu plus dans la détresse. Mais en tous les cas, je pense qu'aujourd'hui, quand on aura appris tous à écouter les jeunes qui nous entourent et savoir déjà comment ils s'appellent et à quel poste ils sont dans nos maisons, parce que c'est vrai que 110 personnes, ça fait beaucoup de monde. Mais en tous les cas, j'essaie de les écouter un maximum et d'être proche d'eux. Et quand le discours et le discours de sincérité et qui vient de notre tribus, pour le coup, on arrive à attirer du monde. Ouais. Merci Christophe. Encore une fois, vous avez compris que les exemples qui montrent, ça ne veut pas dire que ce que dit Christophe est valable pour chacun d'entre vous. Vous l'avez compris, vous êtes tous différents, vous êtes tous singuliers. Les solutions de Christophe, elles ne sont pas valables pour chacun d'entre vous. Par contre, ce qui est valable, c'est de savoir d'où vous parlez, de le partager et la sincérité avec laquelle il a envie de l'exprimer. Et je pense que ce qu'il faut retenir, c'est ce que Mounir tout à l'heure disait aussi, c'est d'écouter aussi les jeunes et d'essayer de comprendre le projet des autres. On ne peut pas trouver le projet et les réponses tout seul. Isabelle, si tu veux bien, je t'invite à monter. Isabelle Ferrando du domaine Saint-Préfère. Bonsoir. Bonsoir. Vous m'entendez? Donc moi, je ne suis pas tout à fait issue du monde de la restauration. Je suis proche de vous, puisque je suis restauratrice, non. Je suis vigneronne en Vallée du Rhône, dans la région de Châteauneuf-du-Pape. Et je suis vigneronne depuis un peu plus de 23 ans. Donc vous imaginez, quand je suis arrivée dans ce nouveau métier, c'était un métier nouveau pour moi, je me suis retrouvée avec une problématique simple. Comment recruter dans un monde d'excellence, puisque je suis entourée de très grands vignerons qui avaient constitué des équipes de grands talents. Et bien entendu, les collaborateurs qui se me présentaient à moi pour les postes que j'avais à pourvoir n'étaient que les plus mauvais d'entre eux, ceux que personne ne voulait. C'était en gros les mauvais élèves de la classe qui se présentaient à moi parce qu'ils avaient échoué partout. Et comment faire? Eh bien, j'ai recruté des gens dont le talent était très discutable. Et j'ai commencé à travailler avec des gens, des bras cassés, des non motivés, des paresseux, jeunes, vieux. Et puis progressivement, le niveau de mon domaine a grimpé, je vous passe les détails, mais le domaine est passé d'un niveau d'une notoriété très, très faible à un niveau de notoriété plus importante, voire aujourd'hui une notoriété très forte. Et l'évolution de mes recrutements a été très différente. Sur les équipes de permanents qui m'accompagnent, donc le domaine, c'est un domaine de 38 hectares, 24 en Châteauneuf-du-Pape et 8 en Côte-du-Rhône. Je suis la propriétaire de ce domaine, donc je suis une femme, c'est une singularité pour des collaborateurs du monde de l'agriculture d'accepter d'être dirigée par une femme. Beaucoup de nos collaborateurs sont de culture maghrébine, donc c'est une façon différente de concevoir le management. Je suis dans une région provençale entourée de machos, dans un univers masculin, puisque je produis du vin et de l'alcool, donc un peu d'ivresse. Mais tout ça se passe bien. Ça se passe bien parce que ce que la vie m'apprend, c'est l'écoute. C'est-à-dire que lorsque je recrute des permanents, mon recrutement, je ne l'opère jamais seul. Je suis entourée de mes collaborateurs. Et le recrutement se procède par cooptation. Je ne prends pas de décision de recrutement. Les collaborateurs qui m'entourent sont les garants de l'état d'esprit de la maison. Ce n'est pas moi qui vais parler d'état d'esprit de ma maison, ce sont mes collaborateurs. Et lorsque j'ai des candidats en face de moi, à l'issue de l'entretien, on se réunit, mes collaborateurs et moi, je leur demande ce qu'ils en pensent. Je peux vous dire que 9 fois sur 10, je suis à côté de la plaque.
Ce sont eux qui me disent, lui pourra travailler avec nous, lui, il est dans le ton de ce que nous attendons ou pas. Et je peux vous dire qu'irrémédiablement, je suis celle qui se trompe invariablement. Donc ils connaissent mieux ma maison que moi. Ça, c'est pour les permanents. Je voulais vous raconter une anecdote que j'ai livrée au téléphone lorsque le collège m'a proposé de vous rejoindre. Comment est-ce que j'ai procédé cette année avec les difficultés que nous avons eues à recruter des saisonniers, c'est-à-dire des vendangeurs? Alors, je vais vous dire des choses qui ne sont pas reproductibles dans vos métiers. Ce sont simplement des exemples qui peuvent peut-être nourrir votre réflexion et votre ouverture d'esprit. En Vallée du Rhône, on a un mal fou à recruter des vendangeurs. Tout se vendange à la main. On est une flopée de grands vignerons qui recrutons du personnel tous en même temps. Et je ne vais pas me distinguer en offrant 2 euros, 3 euros, 4 euros de plus de l'heure parce que c'est une course à l'échalote que l'on ne gagne jamais. Comment je m'y prends? Eh bien, par le plus grand des hasards, il y a quelques années, un jeune Espagnol a frappé à ma porte en me demandant du travail. J'étais présente ce jour-là, je l'ai accueilli, je lui ai dit, ben oui, venez, on va commencer les vendanges dans 2 jours, on va vous donner un sécateur, un seau, avez-vous déjà travaillé? Non, jamais. Il me dit, mais je suis avec ma tante et je voudrais, ma tante, c'est-à-dire ma petite tante de toile, hein, et je ne veux pas aller au camping. Ah bon? Et alors comment on fait? Il me dit, bah, écoutez, est-ce que je peux dormir dans le champ qui est à côté de chez vous? Alors, je déteste l'ambiance, comment vous dire, vagabonde, pas tout à fait mon style, mais quand même. Ce garçon avait l'air propre sur lui, je lui dis, bah, écoutez, qu'à cela ne tienne, bon, pas de drogue, pas de fête toute la nuit, mais je vous accueille. À partir de ce jour, je n'ai jamais plus à opérer de recrutement pour mes vendanges. C'est-à-dire que lorsque je croyais que la NPE allait trouver mes vendangeurs, je commettais une grave erreur d'incompréhension de la génération qui suit. Le recrutement ne se passe pas par la NPE. Le recrutement se passe par Instagram, TikTok et autres trucs que je ne comprends pas. Mes Espagnols, aujourd'hui, sont une communauté de jeunes étudiants de Barcelone qui se contactent avant les vendanges, qui arrivent en tribu, vivant une expérience communautaire au sein de mon domaine. Et ma réponse a été de dire, d'accord, je ne comprends pas, mais je suis d'accord. Et maintenant, je comprends. Je comprends que en les écoutant et en les observant, ce qu'ils sont venus chercher chez moi, c'est d'abord un retour à la nature. C'est ensuite un rapport à la France. C'est un rapport à la gastronomie française. Tous les vendredis, je cuisine pour eux. Je ne sais pas une contrainte, c'est un plaisir. Mon métier, c'est m'occuper de mes collaborateurs. Je fais du vin, mais d'abord, je m'occupe de ceux qui vont faire mon vin. Parce que sans eux, je ne suis rien, et avec eux, nous faisons tout. Et c'est ensemble que nous faisons du vin. Donc, j'aime infiniment la cuisine. Je suis certaine peut-être autant que vous. Donc, mon plaisir, c'est de cuisiner. Tous les vendredis, nous organisons un immense repas. Je cuisine pour eux. J'ai organisé ma maison pour ça. Quand je dis ma maison, c'est mon domaine. J'ai des énormes marmites, des collaboratrices qui épluchent. Hein, tous les vendredis matins, on est à l'épluchure. Je leur ai fait un couscous, parce que c'est mon histoire familiale, vendredi dernier. Une paella aux Espagnols, hein, le vendredi d'avant, etc. Bon, tout ça est anecdotique, mais ces moments sont sacrés parce que je les écoute et je comprends une génération qui n'est pas la mienne. Mais qu'est-ce que je l'aime? J'aime cette époque qui nous donne des coups de pied aux fesses pour nous obliger à nous remettre en cause. J'aime cette époque qui nous apprend la modernité, qui nous oblige à une nouvelle lecture et de nos métiers et de la compréhension de notre temps. Nous faisons de la cuisine pour les gens d'aujourd'hui. Je fais du vin pour les gens d'aujourd'hui. Si je ne comprends pas les jeunes qui travaillent à mes côtés, comment vais-je pouvoir proposer le vin des jeunes qui vont le boire demain? C'est lié. C'est-à-dire que je ne peux pas m'isoler dans ma bulle d'une femme de plus de 50 ans dont la clientèle va vieillir et mourir au rythme qui est le mien, alors que j'ai en face de moi une clientèle potentielle qui demain sera celle qui va goûter et apprécier mon vin. Et en travaillant avec eux, en les écoutant, en observant leurs soirées de guitare, de danse de Barcelone, ils arrivent avec le drapeau de Sainte Eulalie, qui est la patronne de Barcelone et qui vient naturellement protéger mon domaine pendant les vendanges. Ça a très bien marché cette année. Bon, grâce à ce contact magique au moment des vendanges,
je me rebranche à mon temps, je me rebranche à mon époque. Et le recrutement est l'occasion de toucher du doigt ce que cette génération a à nous dire de notre époque. Alors, nous sommes là pour leur apprendre, parce que la technique, nous allons la transmettre, l'état d'esprit de l'excellence, l'état d'esprit de la cuisine française, du vin français. J'en suis le garant, vous en êtes le garant. Mais les palpeurs de leur temps, ce sont eux, ce ne sont pas nous. Donc le recrutement, c'est aussi un temps fort de la compréhension de notre époque. Et on ne peut pas être enfermé dans des mécanismes nostalgiques parce qu'on passe à côté de l'essentiel. Voilà, long témoignage. Alors, ce sont des histoires, des anecdotes. Donc, pour terminer l'anecdote, tout de même, j'ai fait le tour des réseaux sociaux parce que mes vendangeurs, qui sont complètement troubadours, ce sont des fils de médecins, ce ne sont pas des vagabonds, hein. Ce sont des étudiants qui viennent passer quelques mois chez moi. Eh bien, ils ont à cœur de se doucher tous ensemble à poil sur l'aire de lavage des tracteurs. Naturellement, une vidéo a tourné sur ce moment extraordinaire qui a fait le tour du net et mon domaine est devenu référent pour le recrutement. Bravo. Non, vous l'aurez compris, depuis les interventions depuis ce matin, je pense qu'entre la génération à venir, le comprendre ses collaborateurs, le s'adapter, penser l'avenir et avoir pas peur d'avoir des solutions qui sont différentes, c'est ce que disait Mounir, c'est ce que tu viens de dire, c'est ce que Christophe disait aussi tout à l'heure, je pense qu'il ne faut pas avoir peur. Alan, je te laisse le quasi-dernier mot. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Alain Géham, cuisinier, chef de cuisine, restaurateur, juron. Du coup, je ne vais pas raconter mon histoire, mon success story à la française, que je suis arrivé en France en 99 avec 200 francs dans la poche. Je ne parle pas français et juste mon rêve d'être un cuisinier à Paris. Du coup, je suis venu en France pour vivre un rêve que j'appelle le rêve français, ce n'est pas les rêves américains. Du coup, j'ai appris le métier autodidacte, 100%, pas de formation. J'ai eu la chance d'avoir une maman qui m'a appris d'aimer les gens, à partager un plaisir avec eux, à cuisiner avec beaucoup d'émotion et d'amour. Du coup, j'ai commencé en 2007, j'ai acheté mon premier restaurant. On était, moi et un autre salarié, un serveur, et un plongeur temps partiel. 2007, du coup 2022, actuellement on est 65 salariés qui travaillent pour mes projets, mes restaurants. J'ai 2 tables étoilées, le restaurant Alain Géham qui est dans le 16e arrondissement et l'auberge Nicolas Flamel dans le 3e. J'ai la chance de passer de street food, bistrot et gastronomique, du coup j'alterne entre les deux. Et aujourd'hui je suis là vraiment, merci beaucoup à la Collège Collinaire, m'a donné l'occasion de parler de ce problème de recrutement et tout ça. J'ai pas de problème de recrutement. Et je ne trouve pas aussi que maintenant c'est plus grave qu'avant. Je sais le recrutement c'était un problématique avant. Toujours, tout le monde cherche le jeune talent, tout le monde cherche la personne qui va venir investir dans notre établissement sans compter ses heures, qui s'occupe bien des clients, qui cuisine bien et tout ça. Ça existait avant en fait. Ça c'est un peu rare. Sauf maintenant on parle trop. Je ne sais pas pourquoi en fait. Il y a 2 ans, on était dans le Covid, on était en train de pleurer que les restaurants sont fermés, on ne sait pas quoi faire. Si on ne sait pas faire en take-away ou livraison, ça veut dire on est mort. Et ensuite, d'un seul coup, on ouvre les restaurants en juin 2021 et on commence à parler, oui, recrutement. Bah écoutez, non, je ne suis pas d'accord parce qu'il y a toujours des jeunes qui viennent se présenter. En fait, ce qui a changé entre avant et maintenant, que quand on a vu tout à l'heure, les jeunes, ils se parlaient de projets, ils parlaient de produits de saison, ils parlaient des savoir-faire. Et c'est ça en fait, comme les jeunes se sont dit, attention, on est là parce que vous nous avez oubliés. Aujourd'hui, un chef, c'est beau à ouvrir beaucoup de restaurants, mais ces restaurants, je n'ouvre pas tout seul, je ne suis pas un Superman, je l'ouvre sur des équipes qui sont derrière moi, quel qu'ils soient dans la salle ou dans la cuisine. Bah, ces jeunes-là, comme les bébés en fait, tu as 2 enfants, un qui ne pleure pas, bah, tu ne donnes pas les biberons, et l'autre qui pleure, tu dis, il a faim ou il faut changer les couches. Bah, les jeunes se sont dit, attention, on est là, on veut de projets, on veut des bons management. On a envie de travailler avec des produits de saison, quels qu'ils soient dans le street food ou la gastronomie. Hein. J'ai la chance d'être entre les 2 parties. Les jeunes, ils se sont dit, on a envie de travailler bien, s'occuper bien des clients et tout ça. Et c'est ça aujourd'hui que nous, qu'on est en train de rêver en disant, OK, on va faire attention. Aujourd'hui, on présente un projet, quelque chose de ça donne l'envie. Certes, les réseaux sociaux, aujourd'hui, sont en train de prendre une grande partie de notre travail.
Et certes, aujourd'hui, le jeune, il pensait qu'un plat sur Instagram, il va venir faire une formation 6 mois, après, il va faire une assiette extraordinaire. Mais aujourd'hui, c'est nous qui donnons l'envie aux jeunes de venir dans la restauration, qu'aimer la restauration. C'est un métier qui est difficile, c'est un métier qu'on travaille le matin et le soir. Tout va bien, je le fais depuis 25 ans, je suis très heureux, je travaille beaucoup, j'ai des enfants, j'ai fondé une famille extraordinaire, je m'éclate dans ma vie. Et il faut aussi ça, en fait, aujourd'hui, nous donner l'envie aux jeunes de venir travailler dans ce métier-là. Deuxième chose très importante aussi, il faut aussi accepter de prendre, pas que de jeunes, même pas des gens qui sont un peu moins jeunes, qui ont envie de changer le métier, de venir dans la restauration. On baisse un peu notre exigence sur le recrutement, accepter, comme a dit madame, d'autres nationalités, parce qu'avant c'était ça. Moi je vous dis, peut-être il y a 22 ans, je suis venu frapper à la porte sur presque 30 tables étoilées à Paris parce que j'ai envie de travailler autant plongeur, je n'étais pas accepté, parce que mon nom de famille ou machin, tout ça, blablabla. Maintenant, il faut accepter aussi, aller ouvrir la porte à d'autres nationalités qu'on peut le former, en fait. Comme moi, j'étais formé, accepter d'apprendre des gens qui ne sont pas de CAP ou un bac pro ou nanani nana sur leur CV, accepter à le former, ça veut dire aujourd'hui, il faut présenter un bon projet, être un formateur, accepter et donner l'exemple aux jeunes que voilà, c'est une très belle métier. Par contre, les choses qui est vraiment, c'est très grave aujourd'hui, comme il a dit mon confrère Christophe, aller fermer le midi, ouvrir les soirs pour faciliter. Le jeune dit, tiens, tu as toute la matinée, tu viens les soirs, tu fais continu. Non, moi je ferme 3 jours, j'ouvre 4 jours de repos et tout ça. Ajouter un chef de parti qui a 20 ans, on va donner 2500 €, tiens, j'ai 2 ans d'expérience. Ça, ce n'est pas une bonne solution pour le métier, en fait. Ça, on est en train d'acheter le problème, mais on ne règle pas les problèmes. Aujourd'hui, on dit, oui, c'est un problème mondial de recrutement. Là, je ne suis pas d'accord. Peut-être en France, en Europe, aux États-Unis. Je suis désolé, j'étais en Casablanca il y a un mois. Je peux vous dire, de recrutement, il y en a une paquet de gens qui veulent chercher du travail dans un restaurant. Il y a eu de recrutement en 48 heures, il y a presque 100 CV qui sont venus. Ça veut dire aujourd'hui, on a envie de dramatiser le problème des salariés. Je ne sais pas pourquoi, en fait. On a comme demain, ils vont oublier la restauration, les médias, ils vont parler sur le travaux, sur le chantier, sur l'infirmerie. Il y a plein de métiers qui sont difficiles, en fait. Il n'y a pas que de la restauration. Mais c'est comme ça, on ne sait pas pourquoi. Moi, je dis, j'étais souvent intervenir sur le CNews, BFM News, pour parler des problématiques de Covid et tout ça. Le jour où je commence à parler positivement, le jour où je commence à dire non, mais tout va bien en fait, attendez, il faut arrêter à parler de ça parce que là aujourd'hui, les gens sont derrière leur canapé, derrière leur télé, sur le canapé, on se dit ah là, la restauration c'est difficile, il n'y en a pas. C'est ça qui est en train d'aggraver la situation. Du coup, nous, c'est notre devoir, le restaurateur, le chef, les acteurs de la gastronomie, à montrer un autre visage de la restauration, à montrer un autre visage de la gastronomie. C'est une belle métier, c'est la plus belle métier dans le monde et je suis heureux, je fais ce métier-là depuis 25 ans. Du coup, c'est ça aujourd'hui. Problème de recrutement, il n'y en a pas. Il faut juste changer notre façon à voir les choses, à manager. Il faut être un bon manager, il faut présenter un bon projet. Il faut, oui, dire aux jeunes, quel que soit un sandwich ou un plat gastronomique étoilé, il faut travailler avec les produits de saison. Il faut vraiment travailler, respecter les produits, tout ça. Du coup, c'est toutes les valeurs qui est aussi dans la collège culinaire, toutes ces choses-là. Je suis content, il y a un jeune qui a monté, il a dit, moi je l'ai gardé, les annuels dans le collège culinaire. Du coup, c'est pour nous, c'est pour eux et pour tout le monde. Certes, Paris aujourd'hui, il y a plus on peut trouver plus facilement qu'aux provinces, mais pareil, il faut qu'on soit soudés, on montre une belle image de la gastronomie et tout ça. En tout cas, merci d'avoir donné le temps de parler ça un petit mot. Ouais. Merci Alan. Alors j'ai pas l'heure, mais je sais qu'on a à minima dépassé de 30 minutes les interventions. J'étais supposée conclure, mais pareil, je pense que en fait, l'idée aujourd'hui, c'était pas de trouver une solution en 40 minutes. La solution, elle est chez chacun d'entre vous à partir du moment où on partagera aussi ce qu'on sait faire. On est en train de revoir complètement ce carnet d'inspiration qui, les idées, les initiatives de chacun vont pouvoir être partagées. Donc partagez-nous ce qui marche, partagez-nous aussi ce qui marche moins. On a volontairement montré des exemples qui fonctionnaient parce qu'entendre des gens qui ont des problèmes, comme l'a dit Alain, on en entend malheureusement beaucoup. Petit mot pour le fond. Mais il y a aussi des trucs qui marchent. Ce qui est hyper encourageant, c'est qu'on vous l'a dit ce matin, on a intégré 8 nouvelles écoles hôtelières en tant que vrais membres du Collège culinaire de France. Donc les solutions, on peut les chercher entre nous, producteurs, artisans, restaurants, avec les écoles, avec les jeunes générations aussi, les entendre,
avec des acteurs d'autres univers, d'autres secteurs. Vous l'avez entendu, je pense que l'intervention initiale qui était peut-être un peu longue, mais elle avait aussi pour but d'être encourageante et de montrer qu'au début, quand on a des démarches un peu différentes, quand on dit des choses différentes, Alan me dit, tu crois que je vais me faire engueuler si je dis que tout va bien? Je lui fais, mais non, mais vas-y, quoi. Si pour toi ça va bien, pourquoi on doit se cacher de dire quand ça va bien aussi? C'est un vrai sujet. Et je pense que les étapes dont parlait Mounir Biba tout à l'heure, en disant on est d'abord moqué, ensuite mal accepté, et ensuite on lui dit ah ouais, pourquoi pas, ben, c'est aussi ça ce qu'on doit vivre entre nous, partager nos expériences, nos solutions positives et moins positives. Voilà. Merci à tous. Et si vous avez des questions, je pense qu'on va rester là avec les intervenants, mais on va le faire de façon assez informelle si vous le voulez bien. Merci.